Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé dimanche que la crise en Libye ne pouvait être résolue par des moyens militaires. C'est à l'issue d'un entretien avec son homologue algérien dont le pays veut jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Nous sommes en pourparlers intenses avec les pays de la région et avec les acteurs internationaux pour garantir le cessez-le-feu et permettre le retour du dialogue politique en Libye, a ajouté Erdogan lors d'une conférence de presse à Alger, première étape d'une tournée africaine. De son côté, le président algérien a indiqué s'être totalement mis d'accord avec Recep Tayyip Erdogan pour suivre ce qui a été décidé à Berlin, où une conférence internationale a eu lieu le 19 janvier. Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre le gouvernement d'union GNA reconnu par l'ONU et basé à Tripoli et un pouvoir incarné par l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar. La Turquie soutient ouvertement le GNA et a récemment autorisé l'envoi de militaires dans le pays tandis que l'Algérie est soucieuse de rester à équidistance des deux belligérants et rejette toute ingérence étrangère. L'Algérie partage près de 1000 km de frontières avec la Libye et a multiplié ces dernières semaines les consultations pour tenter d'œuvrer au règlement politique d'un conflit qui menace la stabilité régionale. Dans ce cadre, Alger a accueilli jeudi une réunion des pays voisins afin notamment d'assurer le suivi de la conférence de Berlin. Lors de celle-ci, les participants se sont engagés à œuvrer au renforcement du cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier, en cessant notamment de violer l'embargo sur les livraisons d'armes. Il y a environ 800 hectares de rizières qui ont été détruites par l'eau et la boue. Il s'agit de notre riz que l'on a cultivé de novembre à janvier qui a été ravagé. La région Alaotra-Mangora est connue pour être le grenier à riz de Madagascar, mais maintenant ce n'est plus le cas avec cette inondation. Nous sommes en danger. Deux communes, Mitsinjo et Maevatanana, ont été durement touchés par les pluies apportées par une zone de dépression. À Mitsinjo, dans la région de Bouéni, la crue de la rivière Lopi a emporté sur son passage 24 personnes, dont 4 ont été retrouvées mortes et 18 portées disparues. 4 autres personnes ont perdu la vie dans la même région, dans une autre commune. À Maevatanana, dans la région de Betsiboka, 9 personnes ont perdu la vie, dont la majorité se trouvait dans une zone minière. Les routes nationales 4 et 6, reliant le nord-ouest au reste du pays, sont coupées. Dans le district de Port-Berge, 700 mètres de route ont été emportés par les pluies. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes souligne un risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition à cause des inondations des plaines rizicoles et des bas-fonds, avec possibilité de flamber des prix des produits de première nécessité pour cause de rupture d'approvisionnement. Le Premier ministre Christian Ntse a qualifié la situation de perte nationale et appelé à l'aide internationale selon un communiqué de sa porte-parole. Ayant été la tropicale, Madagascar, unie dans l'océan Indien, un pays riche en biodiversité, fait face chaque année à une période de pluie très intense. Cessez-le-feu précaire en Libye. La mission des Nations Unies dans le pays, la MANUL, regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes, objet de la résolution de 1970 et 2011 au Conseil de sécurité. Ce, malgré les engagements des pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier. Parmi les principaux engagements pris par les participants lors de cette conférence internationale figurait la fin de la livraison d'armes aux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union nationale à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. À Berlin, les parties présentes, dont la Turquie, s'étaient également engagées à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible d'exacerber le conflit, tel le financement des capacités militaires ou le recrutement de mercenaires. Le maréchal Haftar, qui est de son côté notamment soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte, a lancé le 4 avril une offensive sur la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier à l'initiative de Moscou et Ankara. Malgré les accusations réciproques et quelques combats recensés, celui-ci est globalement respecté selon l'ONU, ce qui offre un répit bienvenu pour les habitants de la capitale. Rappelons
également que la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. C'est depuis Washington où il est en visite que Benjamin Netanyahou joue sa survie politique. Il a retiré sa demande d'immunité juste avant une session du Parlement qui devait porter sur sa demande. Le Premier ministre qui a rencontré lundi son ami, le président Donald Trump, juge historique le projet américain déjà rejeté par les Palestiniens, ayant coupé tout contact formel avec l'administration Trump après une série de décisions jugées favorables à l'État hébreu. Et ce plan pourrait d'ailleurs être un précieux atout dans sa campagne pour les législatives de mars, d'autant que sa demande d'immunité avait été largement critiquée dans les médias et avait peu de chances d'aboutir car il ne dispose pas de majorité au Parlement, ce qui a d'ailleurs favorisé ce nouveau scrutin. J'ai informé le président du Parlement que je retirais ma demande d'immunité. Plus tard, j'anéantirai les allégations ridicules formulées contre moi, a-t-il indiqué dans un communiqué. Mais pour l'instant, je ne laisserai pas mes adversaires politiques utiliser ceci pour troubler la démarche historique que je mène à Washington. Le Premier ministre a été inculpé en novembre dernier de corruption, malversation et abus de confiance dans 3 affaires. La loi israélienne prévoit que tout ministre poursuivi pénalement doit démissionner, mais cela ne s'applique pas au Premier ministre. S'il peut rester en fonction, Benjamin Netanyahou ne jouit toutefois d'aucune immunité face à la justice, d'où sa demande initiale au Parlement début janvier. Le Premier ministre misait sur sa victoire aux élections de mars pour remporter une majorité et ainsi se protéger de la justice. Mais les partis d'opposition avaient convaincu une majorité de députés d'examiner sa demande d'immunité avant les élections, ce qui posait un problème de taille au Premier ministre qui risque de perdre ce vote crucial. 2 enfants âgés de 10 et 12 ans ont été tués sur le coup, tandis qu'un autre 9 ans a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital, selon le porte-parole du ministère, Amin Al-Hashimi. D'après des journalistes de l'AFP sur place, le projectile s'est abattu au milieu d'une rue justant une école dans le quartier d'Al-Abba al-Badri, à une dizaine de kilomètres au sud du centre-ville. Une deuxième roquette a frappé de plein fouet une maison proche sans faire de victimes, selon les mêmes sources. Les forces loyales au gouvernement d'union ont accusé les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'ex-libyen, d'être derrière l'attaque. Les forces pro-Haftar mènent depuis avril dernier une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli. Selon l'ONU, les combats ont fait au moins 287 morts et 369 blessés parmi les civils. Les pro-GNA avaient annoncé plus tôt mardi avoir abattu un drone émirati des forces du maréchal Haftar dans l'ouest du pays. La mission des Nations Unies en Libye avait regretté dimanche la poursuite des violences flagrantes de l'embargo sur les armes en Libye, objet d'une résolution de l'ONU en 2011, malgré des engagements pris par plusieurs pays impliqués dans ce pays lors d'une récente conférence internationale à Berlin. Les forces du GNA ont indiqué sur leur page Facebook que leur défense antiaérienne avait abattu le drone alors qu'il survolait une zone sous leur contrôle à l'est de Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. Depuis le début de son offensive contre Tripoli, les pro-Haftar ont pris un avantage aérien grâce à des drones et leurs tirs de précision. En face, le GNA s'est tourné vers Ankara, qui soutient ouvertement ses forces, pour s'équiper de drones moins sophistiqués de type Bayraktar, dont plusieurs ont été abattus par ses rivaux. Le plan de paix au Moyen-Orient proposé par le président américain est jugé favorable à Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a refusé ces derniers mois les offres de dialogue des États-Unis, jugeant Trump complètement parti pris, a affirmé que le plan ne passera pas. Des Palestiniens manifestent mercredi contre le plan dans la bande de Gaza où des milliers de personnes s'étaient déjà réunies mardi soir. Des rassemblements ont également lieu en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967.
Parmi les nombreux points sensibles du projet figure l'annexion par Israël des colonies juives en Cisjordanie, en particulier dans la vallée du Jourdain, qui doit devenir la frontière orientale d'Israël. Le plan assure que Jérusalem restera la capitale indivisible d'Israël et propose de créer une capitale de l'État palestinien cantonnée dans les faubourgs de Jérusalem-Est. Il est impossible pour n'importe quel enfant, arabe ou palestinien, d'accepter de ne pas avoir Jérusalem comme capitale d'un État palestinien, a lancé Mahmoud Abbas. La soi-disant équipe américaine pour la paix a seulement copié et collé le plan de Netanyahou et des colons a fustigé le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine. Côté israélien, les réactions sont tout autres. Le parti de Benny Gantz, principal rival de Netanyahou pour les législatives du 2 mars, a estimé que le plan proposait une base solide, viable pour faire avancer un accord de paix avec les Palestiniens. Plus de 120 personnes sont toujours détenues en attente de procès ou condamnées pour avoir pris part au mouvement de contestation inédit que connaît l'Algérie. D'après le Comité national de libération des détenus, créé pour venir en aide à ceux arrêtés dans le cadre de la contestation, les autorités continuent d'arrêter et d'emprisonner des gens qui militent pacifiquement. En effet, depuis la présidentielle du 12 décembre, boudée par les électeurs et remportée par Abdelmajid Tebboune, les autorités ont arrêté des dizaines de manifestants pacifiques selon Human Rights Watch. Nombre d'entre elles restent incarcérées et poursuivies pour attroupement non armé, passible d'1 an de prison ou atteinte à l'intégrité du territoire, crime passible de 10 années d'emprisonnement. D'après Human Rights Watch, les offres de dialogue perdent ainsi de leur crédibilité quand les gens sont enfermés pour être simplement descendus dans la rue afin d'exprimer leur désaccord. Le 2 janvier, au moins 76 personnes ont été remises en liberté en une seule journée par les tribunaux, une mesure vue comme un geste d'apaisement. Mais les poursuites contre ceux pas encore jugés, environ 124, n'ont pas été abandonnées et les principales figures du mouvement restent en détention. Retrouvez la compilation de tous les événements ayant marqué le continent africain au cours de la semaine sur African 7. African 7, c'est le samedi et le dimanche sur Sika TV. Sika, l'actualité du continent africain en continu.